Bonjour à tous, le but de cette vidéo d'aujourd'hui ne sera pas de se positionner pour ou contre Éric Zemmour, mais ça va être d'analyser avec un regard extérieur les trois principales erreurs de communication que selon moi Éric Zemmour commet lorsqu'il défend ses idées en débat face à ses adversaires. Comme vous le savez, Éric Zemmour, c'est un personnage incontournable dans les médias, c'est pour ça que je voulais lui consacrer une vidéo. Il est quand même connu pour son verbe, son côté anti-politiquement correct, ses clashs, parfois même des mots très très crus, très forts durant des débats. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'analyser des erreurs que je pense avoir repérées dans ses discours, des erreurs dont peuvent du coup profiter parfois beaucoup de ses adversaires, et même parfois je pense que les choix de mots ou de façon d'argumenter d'Éric Zemmour participent hélas à diaboliser des idées qui sont utiles dans le débat public. Alors je voudrais d'abord dire que il est de notoriété que les partisans d'Éric Zemmour, comme ses opposants d'ailleurs, hein, lui reconnaissent la franchise de son discours, le fait qu'il soit très instruit, le fait qu'il fait partie de ces auteurs et journalistes qui analysent la politique avec le prisme d'une grande culture historique, comme sans doute peu en ont à la radio et à la télévision. Et je pense même durant la première décennie du 21e siècle, alors que Chirac comme Sarkozy, voilà, entre 2000 et 2010, ont quand même appliqué une politique centriste, voilà, durant leur mandat présidentiel d'une droite embourgeoisée. Voilà. Je pense qu'Éric Zemmour a fait partie des rares personnalités dans les médias en France qui, durant cette première partie du 21e siècle, voilà, cette première décennie, ont assumé des idées de droite, ont porté des idées de droite populaires, alors même que, à l'époque, oui, les milieux médiatiques, voilà, étaient totalement uniformes idéologiquement entre droite et gauche, politiquement corrects et surtout diabolisants à l'égard du nationalisme ou du patriotisme français. Soit il est diabolisé, soit il ringardisé, voilà, d'idées et de concepts. Et alors aujourd'hui, donc je vais pas essayer de vous convaincre, je vais pas vous faire une analyse de quel rôle a exactement Éric Zemmour dans l'agora politico-médiatique, ni vous faire son historique, et je vais pas essayer de vous convaincre de, comment dire, de prendre position pour ou contre Éric Zemmour ou ses idées, car c'est pas le sujet. Mais et puis j'ai pas la prétention non plus d'ailleurs de donner des leçons de rhétorique, mais je vais essayer en tout cas de vous démontrer durant cette vidéo que sur trois des sujets sur lesquels Éric Zemmour s'est beaucoup exprimé ces dernières années, ses discours et le choix de ses mots ont parfois davantage crédibilisé les arguments de ses adversaires de débat que ses propres idées. La première erreur de communication qui selon moi caractérise Éric Zemmour, ça réside dans le fait qu'il a une communication certes attachée aux faits ou à l'expérience historique, mais les faits rationnels qu'Éric Zemmour veut défendre, il les justifie en général en utilisant le vocabulaire de ses adversaires gauchistes quand il s'agit de caractériser les positions des uns et des autres. Or, les adversaires d'Éric Zemmour utilisent souvent un lexique émotionnel et manichéen pour se caractériser, dans le but que les personnes qui les contredisent se diabolisent médiatiquement, et j'ai l'impression qu'Éric Zemmour, trop souvent, tombe un peu dans ce piège-là. Par exemple, à chaque fois que Éric Zemmour critique, disons, les progressistes, ou simplement qu'il les désigne ainsi, qu'il les appelle ainsi, voilà, qui dit les progressistes, comme pour mieux rappeler que lui n'en est pas un. Et bien en fait, sa critique du terme progressiste sonne dans le sens, il critique les partisans du progrès. Un progressiste égale un partisan du progrès. Or, le progrès est connoté moralement, de façon manichéenne, si vous prétendez que vous êtes opposé aux progressistes, si dans les médias vous vous prétendez opposé aux progressistes, ça revient à dire que vous êtes opposé aux partisans du progrès. Un progrès tout entier d'ailleurs. Le progrès, ça a pour définition, par exemple dans une définition large, la vérité scientifique et le mieux-être individuel et social. Et dans le même ordre d'idée,
À chaque fois qu'Éric Zemmour critique les antiracistes, peu importe la démonstration factuelle dans sa critique, il ne fait que renforcer la posture morale de ses adversaires en débat, car sur un plan de communication politique, manichéen toujours, si Zemmour s'oppose à l'antiracisme, s'il est le contraire de l'antiracisme, ben, ça revient dans les oreilles de beaucoup de gens à s'affirmer comme raciste. La jeune génération, elle pense ainsi, car les concepts politiques maintenant sont sans nuance. Tu es soit pour, soit contre. Si tu n'es pas contre, tu es pour. Tu es avec un tel ou bien tu es contre un tel. Il y a trop peu maintenant d'intermédiaires, voilà, dans ces concepts. Et cette binarité est d'autant plus accentuée quand tu prends position sur une idéologie qui a un préfixe anti dans son nom. Regardez, c'est quoi le contraire, par exemple, d'une mesure antisociale? Bah, c'est une mesure sociale. C'est quoi comment dire, la fonction d'un antivol? Bah, c'est de s'opposer au vol. Vous voyez, un terme avec anti, ça s'oppose au terme qui ne dispose pas d'anti. Antivol égale contraire de vol. Et bah, demandez à la génération actuelle c'est quoi le contraire d'un antiraciste, ils vous répondront que c'est un raciste. Voilà, les progressistes se nomment progressistes pour que vous passiez pour des régressistes en non seulement vous opposant à eux, mais en plus en les qualifiant ainsi, en les nommant progressistes. Vous admettez ne pas être des leurs, en parlant d'eux comme si vous en étiez extérieur, et alors en critiquant les progressistes, là c'est encore plus diabolisant. Voilà, idem pour les droits de l'hommiste par exemple. Moi j'ai rien contre le droit de l'hommisme tout court. Le seul droit de l'hommisme que je critique, c'est le droit de l'hommisme universaliste ou mondialiste, au sein d'un ordre juridique supranational et mondial, voilà, qui serait commun à tous les humains. Car pour moi déjà c'est une utopie, vouloir uniformiser des peuples à l'échelle planétaire, parfois trop différents avec des cultures incompatibles, ça crée juste des politiciens occidentaux qui sont coincés dans le politiquement correct au final sous l'œil des caméras, surtout quand ils doivent faire du business avec des dictatures qui, si elles sont trop influentes ou trop riches, bah, ils n'ont aucune leçon de morale à leur faire. Si par contre c'est une dictature qui n'a aucune influence économique ni politique, là ils ont des remontrances publiques à leur faire, vous voyez. Donc ça crée pour moi de l'hypocrisie d'un point de vue diplomatique. Et ce droit de l'hommisme universaliste, c'est aussi un prétexte qui permet l'ingérence de pays qui veulent importer la démocratie ou importer d'autres idées à coups de bombes dans des pays qui sont moins démocratiques, voilà, ou se mêler des affaires de pays, parfois en les déstabilisant, soi-disant pour leur bien, ou pour changer le dictateur en place par un autre qui leur sera peut-être redevable. Bref, en tout cas, j'ai déjà entendu Éric Zemmour critiquer le droit de l'hommisme tout court. Or, dans nos médias qui étiquettent les gens idéologiquement pour les résumer auprès de l'audimat, d'ailleurs moi par exemple, je peux être présenté rapidement comme ex-musulman, vous voyez, c'est une étiquette rapide qui permet de se faire identifier par rapport aux autres, quoi, dans un combat idéologique. Et ben voilà, dans cette logique-là, un droit de l'hommiste, ça veut dire un partisan des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est les droits humains, c'est les droits individuels élémentaires de liberté, d'égalité. Et quand Éric Zemmour critique le droit de l'hommisme, en reprenant ce terme, c'est comme s'il prétendait être contre les droits humains. Voilà, et la guerre des idées, elle se gagne aussi dans la façon de nommer ces idées. La seconde erreur de communication que je voudrais souligner, elle s'illustre par exemple quand Éric Zemmour tient tant que cela au fait que les enfants français, les Français issus de l'immigration, portent un prénom français issu du calendrier grégorien. Alors je comprends bien l'idée sur le principe, attention. On peut se dire qu'un étranger accueilli en France et donnant un prénom français historique à ses enfants, c'est une forme de respect pour le pays d'accueil et c'est une façon de dire au peuple français, je te confirme que je souhaite que mes enfants s'inscrivent voilà, dans ton peuple historique français et se sentent parmi les leurs dans ton peuple historique. Mais cette mesure politique qui tient tant à cœur à Éric Zemmour, eh ben, elle a quand même des failles énormes, surtout dans sa façon de la défendre. Et je dis pas ça parce que je m'appelle Magid et que j'aime bien mon prénom, voilà, je l'aime beaucoup et je vais pas le changer.
Alors déjà, premièrement, on ne choisit pas son prénom. Voilà, on ne le choisit pas, nos parents le choisissent pour nous. Et quand Zemmour dit à des gens que leur prénom est une preuve de non-intégration, en fait, ça revient un peu à juger le niveau d'intégration de parents juste au seul choix d'un prénom. Mais voilà, encore une fois, c'est très bien un prénom français, pas de souci. Je reconnais que mon prénom, à moi, il est issu d'une autre civilisation. Ok, pas de problème à l'admettre. Mais sérieusement, si tu te fais dans ta tête un top 100 des qualités, des actions, des preuves d'intégration d'individus dans un pays, entre le métier que tu exerces, ça peut être une preuve, ton respect des lois, ton militantisme politique, ta bravoure au combat, ton utilité sociale, il y a tant de moyens d'être un bon patriote, voilà, des moyens qui sont concrets pour être analysés en fait, que sérieusement, le prénom de quelqu'un à côté de ça, c'est marginal comme facteur, quoi. D'ailleurs, je prends un exemple, Rachida Dati, une ex-ministre, voilà, une française. Franchement, je l'apprécie pas spécialement, honnêtement. Voilà, c'est une politicienne lambda comme d'autres à mes yeux, mais c'est une française, voilà, intégrée quoi qu'on en dise. Elle a appelé sa fille Zora, vous vous rappelez, en hommage à sa mère décédée qui s'appelait Zora. Ce choix est donc affectif pour Rachida Dati, quoi, et personnel. Et même si Zora Dati, euh, comment dire, elle aurait pu se prénommer par exemple Corinne, et bien le niveau d'intégration ou d'utilité de cette fille, alors elle est peut-être encore jeune là, mais il se jugera une fois adulte avec tellement d'autres critères, comme avant tout son rôle social ou professionnel en France, ou bien sa capacité déjà juste à respecter les lois et à faire chier personne. Des Français d'origine italienne en France ont sûrement appelé dans ces dernières années leurs enfants Marco. Des Français d'origine portugaise ont appelé leurs enfants Matteo ou Esteban, enfin voilà, ou espagnol quoi. Des Français régionalistes de Corse ou du Pays Basque ont peut-être donné des prénoms typiques régionaux, loin du calendrier grégorien. Ok, mais est-ce que c'est si choquant que cela? Voilà, franchement, faut se poser la question aussi des priorités si vous voulez. Les futurs parents dans notre époque de liberté et de créativité, je pense qu'ils préfèrent pour beaucoup avoir 50 000 choix de prénoms à disposition plutôt que seulement 365. Encore une fois, j'essaie pas de prendre position sur ce sujet de débat. Voilà. Mais se fier au calendrier grégorien, qui est respectable, il n'y a pas de souci. Mais ne plus jamais en dévier. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est qu'Éric Zemmour sous-entend par rapport à cette question, genre, on ne devra jamais en dévier en fait. Ça doit être ad vitam aeternam. Et ben c'est sous-entendre presque que les prénoms de ce calendrier ont une valeur sacrée dans notre France laïque actuelle, ce qui est difficilement audible, et surtout que ça doit jamais évoluer, presque comme si c'était un veau d'or sacré, comme si c'était un tabou. Bah, pardon, mais aujourd'hui, il n'y a plus trop de jeunes que les parents nomment Augustin ou Ursule, voilà, des prénoms du calendrier grégorien. C'est pas par négation ou par manque de respect envers le passé culturel français ou par manque d'intégration, mais parce que les mœurs et les goûts des gens évoluent, voilà. Et dans notre époque, par rapport aux époques anciennes, en termes de goûts musicaux, ça évolue, de goûts culinaires, ça évolue. Alors pourquoi pas aussi en termes de goût dans les choix des prénoms, quoi. Et je voudrais enfin donc apporter deux arguments massus, si je puis dire, contre la cabale anti-prénom exotique d'Éric Zemmour, qui peut avoir de l'importance, mais selon moi a une importance minime par rapport à d'autres enjeux. Voilà. Mais je le redis encore une fois, oui, je comprends tout à fait quand il dit que donner un prénom français à ses enfants quand on a émigré en France, c'est une preuve d'intégration, une preuve d'assimilation. Ouais, ok, d'accord, admettons, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais avec son argument anti-évolutif, pardon, en mode ça doit rester comme ça par rapport au calendrier grégorien parce que ça a toujours été comme ça, et ben en fait tu fais jamais évoluer les lois dans un pays car ça a toujours été comme ça. Avec cette logique, tu ouvres jamais un jour le droit de vote aux femmes car après tout ça a toujours été comme ça, le droit de vote réservé exclusivement aux hommes. Euh, vous voyez, enfin, on peut aller loin dans le figement de tout au prétexte que ça doit rester inchangé. Vous voyez, je comprends pas trop
l'utilité, surtout à notre époque de grand scientisme, où on essaie quand même de justifier tout par rapport à une certaine forme d'utilité, pas seulement psychologique ou symbolique, mais concrète, quoi. Et donc, ces deux raisons, selon moi, deux arguments massue pour moi. Alors, premièrement, alors, c'est une raison politique un petit peu, effectivement, ma première raison. Dans notre planète mondialisée, il y a énormément de Français qui ont soit aujourd'hui en France, une conjointe d'origine étrangère ou à moitié d'origine étrangère, soit un meilleur employé de leur entreprise d'origine étrangère, soit un meilleur ami d'origine étrangère. Moi-même, voilà, je suis l'ami de Français de souche très proche, et ben du coup, ils ont un ami qui s'appelle Magid, voilà, et il est né en France, il a grandi en France, il est français, mais voilà, il a des origines étrangères de par ses ascendances. Et je comprends bien encore une fois qu'Éric Zemmour estime que donner des prénoms du calendrier grégorien, c'est une preuve d'intégration, mais quand des Français, pas forcément contre Éric Zemmour, l'entendent dire à Absatoussi que son prénom est une insulte à la France, enfin vous vous rendez compte, une insulte, et ben ces Français qui de base ne sont ni pour ni contre Zemmour, ils peuvent se mettre à détester Zemmour ou ses idées si jamais ils sont tombés amoureux d'une personne française qui aurait un prénom qui est une insulte à la France, ou un meilleur ami qui porte un prénom qui est une insulte à la France. Et il y a aussi tous ces Français qui ont peut-être, je sais pas, une idole artiste ou sportif qui a un prénom qui est une insulte à la France. Exemple Zinedine Zidane. En tout cas, c'est inaudible pour trop de non-compatriotes du point de vue de leurs interactions sociales aujourd'hui dans notre monde mondialisé. Je fais juste de la réelle politique, je vous dis juste la vérité, je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais voilà, de pointer du doigt le niveau d'intégration d'un Français ou de ses parents sur la seule base de son prénom, quand il y a tant d'autres critères beaucoup plus concrets, ne serait-ce qu'à commencer par le respect des lois et le fait de ne pas être un criminel, par exemple. Voilà, et c'est effectivement ça que je trouve assez discutable, quoi. Et le second argument que je voudrais invoquer, et qui est très taquin, si je puis me permettre, si en ce moment même, une loi obligeait 100% des Français à donner un prénom du calendrier grégorien à leurs enfants, ou à changer leur prénom pour un prénom français du calendrier grégorien, afin de devenir complètement citoyens français, bah excusez-moi, mais les Français qui lisent les faits divers dans les journaux, ils pourraient pas suspecter une surreprésentation de populations d'origine immigrée ou étrangère dans certains types de crimes et délits. Dans la presse, il n'y aurait pas écrit une fois de plus, Kamel et Rachid de telle cité ont jeté des briques du haut d'un immeuble sur un policier à Vénissieux. Mais il y aurait écrit Jean et Paul ont jeté des briques du haut d'un immeuble sur un policier à Vénissieux. Il n'y aurait pas écrit Kamel a caillassé les flics dans cette cité où on a l'habitude d'avoir des caillassages de flics. Il y aurait écrit à la place, voilà, il y aurait écrit à la place Serge, Jacques, voilà, vous voyez. Et c'est pareil pour les agressions de racailles ou d'autres crimes réguliers dans l'actualité, où je le déplore en tant qu'arabe, car ça donne une mauvaise image à nous les arabes. Vous voyez, on peut pas me suspecter d'arabophobie. Eh ben, je lis plus souvent dans la presse, donc au pire, il y a peut-être un problème avec la presse, je lis plus souvent des Abdel Hakim et des Saïd dans ce genre de crimes commis par des racailles que des Shlomo, des Sven ou des Chang. Et que les Français de droite et nationalistes, disons, se rendent compte de l'origine des auteurs de crimes. Exemple, quand je vois dans les journaux, je vais vous prendre deux types de crimes gratuits et cruels absolument indéfendables, vraiment indéfendables. Tu peux même pas les défendre par le prétexte de la faim. Agression pour un mauvais regard et agression pour une cigarette refusée. C'est vraiment des crimes, mais putain. Voilà, je vais dire des gros mots, donc je me retiens. Ben, je suis désolé, mais la plupart du temps, moi, je lis un prénom maghrébin chez l'agresseur quand ce genre de crimes sont répertoriés dans la presse. Ça me fait chier pour l'image des gens qui ont un prénom arabe. J'en ai marre de voir ce genre de criminalité qui fait que après ça rejaillit voilà sur l'image en général des Arabes en France. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, l'image des Arabes en France. Et en fait, ça jette l'opprobre effectivement
sur les gens avec ce type de prénom qu'ensuite on retrouve dans les faits divers criminels, mais avec le système idéal de Zemmour, s'il avait toujours existé et s'il existait encore actuellement, on lirait des Pierre, des Paul et des Jacques, plus éventuellement la première lettre du nom de famille, voilà, qui a agressé pour un mauvais regard ou a agressé pour une cigarette refusée, au lieu de lire les vrais prénoms des agresseurs. Donc la lisibilité et la prise de conscience face à des problèmes que peuvent poser des gens ayant l'habitude de porter certains prénoms de certaines cultures, bah, ce serait plus difficile à analyser à échelle macroscopique et médiatique avec le système des prénoms grégoriens généralisés voulus par Zemmour. Et donc ça, c'est quand même une énorme ironie. Voilà. Et je reviens à mon idée de départ toute simple. C'est pas un prénom qui est gênant, c'est pas un prénom qui plante un couteau dans le dos de quelqu'un. L'impact négatif d'un prénom sur le peuple français historique, il est négligeable. Le prénom, c'est une question de symbolique, ok. C'est un problème secondaire, et même si je comprends bien, encore une fois, l'idée de base de Zemmour, il passe pour quelqu'un au final qui pinaille sur un détail insignifiant à vouloir insister là-dessus, alors qu'il y a déjà tant d'autres preuve de manque d'intégration à pointer du doigt et à punir sévèrement, à commencer voilà, par le crime. Et enfin, pour terminer, la troisième et dernière erreur de communication que je voudrais souligner dans les discours d'Éric Zemmour, pour vous la proposer, je voudrais commencer par vous expliquer une théorie très originale qui, je le pense, va surprendre pas mal d'entre vous. Alors, je ne veux pas que dans cette vidéo, il y ait une caricature. En gros, on ait l'impression que je vous présente des discours de gauche d'un côté contre des discours de droite de l'autre. Mais bon, grosso modo, il y a quand même un phénomène facilement observable dans les médias. C'est une technique de communication souvent employée par des bobos marxistes qui consiste par exemple, quand il faut parler des criminels racailles, à les appeler des jeunes. La majorité des racailles sont jeunes, il faut définir ce qu'on appelle jeune, est-ce que c'est quelqu'un de moins de 25 ans, moins de 28 ans, moins de 30 ans, mais en tout cas la majorité des racailles sont des jeunes, mais à l'inverse, la majorité des jeunes ne sont pas des racailles. Racaille, c'est un sous-ensemble d'un ensemble appelé jeune. Ok. Jeune, c'est un groupe, un ensemble qui peut être divisé en plein de sous-types de gens. Par exemple, parmi les jeunes, on peut dire, eh ben voilà, parmi les jeunes, il y a des racailles, parmi les jeunes, il y a des geeks, parmi les jeunes, il y a des skateurs, parmi les jeunes, il y a des premiers de la classe, parmi les jeunes, il y a des derniers de la classe, parmi les jeunes, il y a des timides, parmi les jeunes, il y a des fans de foot. Bref, on peut créer plein de sous-ensembles à l'infini pour segmenter les jeunes. À commencer d'ailleurs par le plus simple, dire il y a des garçons d'un côté et des filles de l'autre, par exemple. Mais en tout cas, ces bobos, voilà, pour ne pas avoir à reconnaître que les racailles, ce sont des criminels, c'est quand même un dénominateur commun à eux, et ben trop souvent appellent ces racailles jeunes, comme pour les dédouaner de leur crime ou de leur bêtise, du fait de leur jeunesse, du fait de leur inexpérience de la vie, voilà, par rapport aux vieux, même quand ces racailles sont majeurs depuis longtemps et pénalement responsables et multirécidivistes. Eh bien, où je veux en venir, vous allez comprendre, sachez que cette figure de style ou ce procédé, ironiquement, selon moi, la même technique de communication, qui vient plutôt de gens en général de gauche, existe aussi chez des intervenants médiatiques vus comme étant des gens de droite, plus droitiers, avec le terme immigration. Beaucoup d'électeurs nationalistes qui votent à droite en France vous diront « Ah là là, ce politicien de droite, il a des couilles, lui au moins, il ose lier le problème du terrorisme djihadiste à l'immigration. » Ou alors ils vont vous dire « Ah là là, ce polémiste ou journaliste télé, il ose dire que la criminalité des racailles a un rapport avec l'immigration. Ah là là, qu'est-ce qu'il est courageux de dire ça ?» D'une certaine manière, oui, on peut se rendre compte que des prénoms et des faciès reviennent souvent dans certains types d'actes criminels gratuits, de racailles ou de terroristes djihadistes. Certes, mais est-ce que ce mot immigration ne serait pas le même procédé lexical équivalent à jeune
pour les bobos qui refusent d'appeler des racailles racailles et les appellent jeunes. Car quand vous avez un polémiste dit de droite qui passe à la télé, qui lit immigration, juste le mot immigration tout court, et terrorisme djihadiste, eh ben pardon, mais l'italien arrivé en France, issu de l'immigration, pourquoi il devrait voir le terme immigration, son mode d'arrivée en France, sali car associé au comportement des racailles ou des terroristes djihadistes? Les criminels ont avant tout des mœurs, des valeurs culturelles individuelles ou collectives qui les poussent à mal agir, et l'immigration, comme facteur, c'est juste finalement un processus, un mouvement d'un point A à un point B, c'est purement technique et administratif. Et je pense que beaucoup de gens en télé ont peur de dire, par exemple, que les terroristes djihadistes agissent du fait de leur idéologie islamique, du fait de leur foi en l'islam, qui prétendent eux-mêmes d'ailleurs, ils le disent. Et du coup, voilà, ces chroniqueurs télé que beaucoup de gens pensent de droite et eux-mêmes se définissent comme de droite, eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils qualifient le sous-ensemble terroriste djihadiste avec un dénominateur commun beaucoup trop général, il ratisse beaucoup large via le terme immigration. Ce qui va inclure du coup les Français originaires de tous les pays du monde qui sont issus de l'immigration. Chine, Argentine, Vietnam, Australie. Alors que l'idéologie, la motivation de ces terroristes djihadistes accuse plus les textes sacrés de leur religion voilà, auxquels ils se réfèrent que le processus de déplacement appelé immigration. Je pense donc que dire que l'immigration tout court, attention, pas un type d'immigration, ce qui serait déjà un peu plus, comment dire, un peu plus prise de risque, mais l'immigration tout court est la cause du terrorisme djihadiste, c'est une phrase imprécise et ambiguë utilisée par certains politiques de droite, pas tous, mais certains, c'est une façon lâche de ne pas oser nommer, par exemple, l'islam dont se revendique le terroriste djihadiste, et que cette technique de communication n'est finalement pas si éloignée de la façon dont le bobo marxiste dit jeune, pour ne pas dire le sous-ensemble criminel ou racaille. Alors, du coup, maintenant que j'ai dit ça, vous allez me dire, mais Éric Zemmour, il a déjà osé pointer le fait que les terroristes djihadistes, qui se pensent musulmans, se réfèrent à l'islam et parlent de l'islam. Éric Zemmour fait partie des gens qui osent dire, effectivement, que l'idéologie religieuse est la motivation des terroristes ou que les racailles agissent du fait de goûts, de mœurs culturelles individuelles ou collectives. Oui, je n'ai pas accusé Zemmour de cela. Mais contrairement à d'autres personnes de droite qui se contentent d'accuser l'immigration tout court, sans préciser un type d'immigration en particulier, une culture ou une religion en particulier, il dit juste immigration, donc l'immigration chinoise, italienne ou portugaise, la plus exemplaire qui pourrait exister en France, est aussi visée par ce raccourci. Mais ironiquement, cela me permet de se pointer un défaut d'Éric Zemmour, qui certes n'a pas l'excuse de se défausser en désidéologisant, en refusant de reconnaître des motivations idéologiques aux racailles ou aux terroristes djihadistes. Par contre, des fois, ce raccourci sur l'immigration tout court, allié à la criminalité, Zemmour l'emploie. Il l'emploie parfois. Et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus un défaut de sa part quand il ne le fait pas toujours. Il fait ça peut-être par flemme, par généralisation, par simplisme lexical, je sais pas. Mais il y a beaucoup d'émissions où vous pouvez l'entendre utiliser la facilité langagière, immigration sans préciser plus, ce qui est une forme de généralité ou de raccourci. Or, ce sujet est si sensible que je pense qu'on ne peut pas se permettre cette figure de style accusant un ensemble trop large, en l'occurrence immigration tout court, sans au moins définir plus précisément le sous-ensemble. Voilà, surtout que Zemmour est influent, mais si vous vous autorisez cette facilité langagière consistant à accuser l'immigration tout court comme responsable du terrorisme djihadiste ou de la racaille, sachez qu'en France, il faut voir la réalité du terrain et des millions de Français
natifs, de souche, qui voteraient à droite ou sont des nationalistes. Des millions de Français ont soit une femme d'origine espagnole, soit un meilleur employé italien, soit un meilleur ami vietnamien ou russe, ou comment dire, et en fait, ils peuvent mal prendre le fait d'entendre Zemmour tenir des discours où la motivation idéologique des criminels, certes pour beaucoup issus d'immigration, se résume au terme immigration qui désigne, encore une fois, je le répète, juste un déplacement d'un point A à un point B reconnu administrativement. Moi, à titre personnel, je suis pour, par rapport au contexte d'aujourd'hui, une réduction de l'immigration, surtout en temps de crise, et pour le droit du peuple français à décider de son immigration quantitativement et qualitativement. Et c'est pas parce que je m'appelle Magid ou que j'ai une couleur de peau plus foncée que je dois être pour l'immigration incontrôlée et infinie. Ça, c'est vraiment une vision, voilà, une vision, comment dire, caricaturale, à la limite de, j'ai oublié le terme, ouais, l'essentialisme, voilà. Moi, je suis pour l'immigration que le peuple français choisit et ne subit pas sans rien dire. Je vous fais pas le coup de défendre l'immigration tout court du fait de mes origines. Et encore une fois, je suis né en France, je viens pas de l'extérieur, je suis un Français natif, pas un Français voilà, qui a émigré. Mais je voulais en tout cas vous exposer cette théorie sur les raccourcis généralisants consistant à accuser l'ensemble au lieu du sous-ensemble. Et je pense que, pas forcément que sur l'immigration, c'est parfois aussi un défaut de Zemmour, je trouve, sur d'autres sujets individuels, comme le féminisme par exemple, eh bien ça nuit en tout cas beaucoup à l'acceptabilité et à la précision de ses analyses en général, et ça participe aussi à diaboliser beaucoup de ses idées. Voilà cette vidéo, un exercice critique sur la façon de communiquer et selon moi sur les problèmes de forme dans les discours et certains choix de mots d'Éric Zemmour. C'est à présent terminé, c'est pas une de mes vidéos habituelles consacrées exclusivement à l'islam, mais je pense que cette vidéo va beaucoup intéresser pas mal d'entre vous. Je vous invite donc à la partager avec vos proches et amis, et envoyez-la même à Éric Zemmour si jamais vous le connaissez personnellement, ou si vous connaissez quelqu'un de son entourage qui pourra la lui montrer. Voilà, peut-être qu'il est assez ouvert pour entendre voilà, des arguments critiques à son encontre. En tout cas, ma vidéo n'est pas une leçon de morale, je ne me prétends pas parfait, je ne me prétends pas être le communicant parfait. Voilà, je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit en la matière. Prenez cette vidéo comme tout, sauf une leçon de rhétorique, voilà, ou un clash. La visée de ma vidéo d'aujourd'hui est purement ludique, je l'ai déjà faite sur d'autres types de communicants ou de penseurs ou d'idéologues. Si jamais vous aimez mon travail et mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir et que vous le pouvez, n'hésitez pas, et je vous en remercie par avance, à cliquer sur le lien du site de don participatif Tipeee qui est dans la description de la vidéo afin de pouvoir me faire un don et de m'aider dans mon travail. D'ailleurs, dans quelques jours, je filme mon premier court-métrage avec de vrais moyens complets à ma disposition en accessoires, en décors, en costumes, et je tiens à remercier les donateurs grâce à qui cette vidéo très importante va pouvoir sortir. C'est vraiment un super court métrage, j'ai hâte voilà, de pouvoir vous la montrer cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner afin de ne pas la manquer. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à bientôt, ciao.